Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain se souviennent du 1er mai 2023. Suite des audiences pour l'enquête publique de la coroner à la Malbaie. Josette Tremblay est la nouvelle directrice générale de Maison-Mère. Soirée bénéfice réussie pour le comité touristique Cratère et Marée. Et l'Auberge et Bistrot des Balcons présente le premier festival du cidre à Baie-Saint-Paul. Bonne émission! Deux événements de commémoration ont eu lieu le 1er mai dernier à Baie-Saint-Paul et à Saint-Urbain lors du premier anniversaire des inondations qui ont emporté des habitations, des souvenirs, mais aussi des vies. Les municipalités de Baie-Saint-Paul et de Saint-Urbain ont tenu des célébrations commémoratives un an après les inondations qui ont laissé des traces importantes dans les quartiers, mais aussi dans la mémoire des deux communautés. C'est important de prendre un petit temps de commémoration. Je dis bien commémoration puisque ce n'est pas une fête. On voulait prendre le temps en premier lieu d'honorer nos pompiers, mais en même temps de revenir sur ce qu'on a vécu l'an dernier. Aujourd'hui, c'est intéressant. Dame Nature collabore. À pareille date, l'an dernier, à 13h30, le scénario était totalement différent. C'est un scénario qu'on ne veut plus revivre jamais. Ça fait partie du passé, malheureusement. Je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu 2 personnes qui ont perdu la vie également. À Baie-Saint-Paul, des certificats honorifiques ont été remis à des pompiers pour des sauvetages qui n'avaient jusqu'alors pas été ébruités. Votre équipe, composée de pompiers de la ville de Baie-Saint-Paul, aide les résidents à évacuer lorsqu'un voisin leur mentionne qu'une dame se trouve toujours dans son logement, au sous-sol, alors que l'eau monte dangereusement. Vous constatez, alors par une fenêtre du sous-sol, qu'une dame s'y trouve en effet totalement apeurée et incapable de sortir de son appartement. L'équipe descend les escaliers afin d'ouvrir la porte qui mène vers le logement. Mais le niveau d'eau élevé, donc sous les bras de la personne, dans les escaliers. Cela rend donc la chose impossible malgré vos efforts. Vous décidez alors d'enlever manuellement les châssis d'une fenêtre au niveau du sol qui mène au logement. Maxime, étant le plus jeune de l'équipe, est désigné pour entrer dans le logement avec l'aide des 2 autres pompiers d'expérience que sont M. Gagnon et M. Simard. Vous agissez malgré l'eau qui monte abondamment dans le logement par la fenêtre et l'espace restreint de l'ouverture. Une fois à l'intérieur, Maxime a vite fait de sécuriser et de diriger la dame vers l'accès restreint de la fenêtre pour la sortir. Après des efforts considérables, vous réussissez à sortir la dame par la fenêtre où elle sera par la suite transportée dans un endroit en toute sécurité. Maxime, quant à lui, peine à s'extirper, vous voyez, désolé, à sortir, on va dire ça, à sortir du logement, mais avec l'aide de ses collègues, il réussit à sortir. Pour cet acte de bravoure, je vous remets aujourd'hui un certificat honorifique et au nom de la ville de Baie-Saint-Paul, je suis bien fier de vous. Merci. Autour de 17h20, 17h30, le niveau d'eau monte de façon exponentielle dans le secteur de la rue des Cèdres où plusieurs équipes de pompiers travaillaient à aider les résidents pour l'évacuation. Marc-André Filion, qui était apprenti pompier du service incendie des éboulements, faisait partie des pompiers qui participaient à ces évacuations. Pendant que vous aidiez des citoyens à sortir de leur résidence, vous avez vu de l'autre côté de la rue une femme sortir de chez elle sur son balcon pour demander de l'aide à l'évacuation. En s'avançant afin de se manifester, elle a perdu pied et est tombée. Comme l'eau avait emporté une partie du terrain et de la fondation de la résidence, l'eau avait créé un immense trou devant la maison et la dame s'est retrouvée entièrement sous l'eau. Comme elle ne savait pas nager, elle s'est débattue, elle a avalé beaucoup d'eau et s'est retrouvée semi-consciente complètement sous l'eau. Vous vous êtes alors empressé de traverser la rue le plus vite possible, limité par l'eau qui arrivait à la hauteur de taille et avec l'aide d'un billot de bois pour arriver in extremis et sortir la dame de sa fâcheuse position. Des pompiers sont venus ensuite vous aider et la dame a réussi à retrouver partiellement ses sens afin d'être transportée dans un endroit sécuritaire. Votre intervention rapide, M. Filion, a fait toute la différence. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de la ville de Baie-Saint-Paul, il me fait plaisir de vous honorer. Bravo. La brigade complète a également reçu un certificat pour leur dévouement et l'excellence de leur travail. Les bénévoles et la vague de solidarité qui s'en est suivie a aussi été saluée et applaudie avec émotion. On ne veut pas se souvenir, mais dans ce chaos-là, il y a quand même eu de la lumière. Michael en a parlé.
On a vu un élan d'entraide comme on n'a jamais vu. Oui, on pense à la gang du Festif Joie Clément, à des gens de Pro Santé, mais on ne peut pas tous les nommer. J'ai rencontré des gens qui venaient de Trois-Rivières quand j'étais venue l'année passée, qui ne connaissaient pas personne, mais qui avaient été marqués par les images de ces roulottes qu'on a vues flotter dans l'eau, par ces images de destruction. Des gens qui sont venus bénévolement ici pour aider les gens de Baie-Saint-Paul. C'est donc dire que oui, l'élan de solidarité a franchi les frontières de Charlevoix. Le parc des voisins, petit terrain gazonné significatif pour les habitants du quartier Saint-Joseph, arbore désormais un ancien poteau du sentier du Gouffre qui a fait long voyage, emporté par les crues pour être retrouvé à Rimouski. Celui-ci trouve une nouvelle fonction, celle d'un repère de crues. Le discours du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était aussi très attendu par les sinistrés présents, dont les maisons sont encore en rénovation et pour qui les dédales administratifs sont loin d'être terminés. Pour moi, c'était important d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage aux 2 pompiers disparus, rendre hommage à ceux et celles aussi qui ont sauvé des vies, qui travaillent sans relâche, jour après jour, pour sauver des vies. Mais vous dire aussi à vous, gens de Baie-Saint-Paul, bravo. Vous avez été résilients, combattants, patients. Vous êtes 1133 personnes à avoir été évacuées en ce 1er mai 2023. 1133. Près de 800 résidences ont été touchées. Plusieurs ont perdu complètement leur maison. Certains d'entre vous, tantôt, me disiez, François, on est encore à Reno, d'autres qui sont dans leur maison. Du côté de Saint-Urbain, beaucoup d'émotions de tout genre se ressentaient dans la foule, alors qu'un mémorial était dévoilé en l'honneur de Régis et Christopher Lavoie, décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Le 1er mai 2023 sera à tout jamais gravé dans nos mémoires. Ce jour-là, en dépit des bonnes précipitations, personne ne se doutait du drame qui allait se dérouler chez nous. En quelques heures, nous sommes confrontés à l'augmentation du débit de la rivière du Gouffre. Notre service incendie est déployé dans plusieurs secteurs afin de procéder à l'évacuation des résidents dans les secteurs connus, dont une évacuation dans Laurent-Saint-Georges. Chaque jour, des pompiers risquent leur vie pour sauver celle des autres. C'est dans leur ADN de porter assistance et d'aider les gens. Lors de l'annonce du décès de Régis et Christopher, les familles et leurs proches sont anéantis. Nos pompiers le sont. Tout le personnel et toute notre population est sous le choc et éprouvée. Nous avons reçu de nombreux témoignages d'espoir, de solidarité et de sympathie de partout au Québec et particulièrement des services incendies de notre région que j'ai oublié de saluer tout à l'heure et que je vous remercie sincèrement d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. 23 000 $ ont été amassés à travers la collectivité pour financer ce projet, une initiative de Luc Dufour. Notre service incendie tenait expressément à rendre hommage à nos collègues disparus. Un hommage en tant que membre du service incendie. Une action significative pour vous dire que vous êtes toujours avec nous et que nous ne vous oublierons jamais. Cet hommage va se matérialiser par un mémorial pour vous, Régis et Christopher, qui avez donné votre vie pour la communauté. Nous remercions tous nos donateurs, qu'ils soient à titre personnel ou corporatif, ainsi que la municipalité de Saint-Urbain, qui nous a épaulés tout le long de ce processus. Les audiences encore en cours pour l'enquête publique du coroner sur cet événement, l'heure n'était pas au regret et à la remontrance, mais bien au recueillement et à la résilience. Christopher et Régis ne sont pas morts en vain. Nous allons tirer des leçons de cette tragédie et veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais. Le mémorial, présentement installé devant le centre communautaire de Saint-Urbain, sera déplacé près des lieux de l'événement sur la route 138, où un petit parc sera aménagé au cours des prochains mois.
Les 29 et 30 avril dernier se sont poursuivies les audiences pour l'enquête publique de la coroner André Cronstrom sur la mort des 2 pompiers de Saint-Urbain survenus lors des inondations de mai 2023. Et j'en discute avec Martin Ouellette. Bonjour. Bonjour Lydia. Et Lydia, comme c'est vous qui avez suivi les audiences, oui. je vais me permettre de vous poser quelques questions. Allons-y. D'abord, qui on a entendu cette semaine? C'était des audiences beaucoup plus techniques là, cette fois-ci. Okay. On était moins dans la chronologie des événements. Donc, on a entendu Jean-François Dubé et Alain Gravel du service incendie et la sécurité publique de Baie-Saint-Paul. Oui. Très attendu aussi la mairesse Claudette Simard et le DG de Saint-Urbain, Martin Guérin. Et plusieurs spécialistes, là, comme Philippe Bourdon, géographe consultant pour Baie-Saint-Paul, Patrick Gauthier des Tout-Terrain Argo et Yves Poulain du centre d'appel COCA, qui est le répartiteur là, du 911. Et qu'est-ce qu'on a appris durant ces témoignages? Ce qu'on a appris la mécanique qui s'applique automatiquement quand il y a un appel qui est posé au 911 et qui implique un partage des ressources entre les municipalités, Okay. mais qui est surtout dédié aux incendies. Alors, ça fonctionne comment? Bien, en fait, dès qu'il y a un appel qui est au 911 pour une petite municipalité autour de Baie-Saint-Paul, qui Oui. est la ville où sont les plus gros effectifs et les plus gros équipements, Oui. automatiquement, là, le service incendie de Baie-Saint-Paul est aussi avisé. Et bon, il y a une décision qui se prend s'ils se déplacent ou pas, s'ils ont besoin ou pas. Donc, il y a une entente de collaboration là, entre les différents services exactement. Ça incendie. s'appelle l'entraide automatique. OK. Ce qui arrive, c'est que ce schéma-là, il couvre seulement les incendies. Ça ne couvre pas les autres phénomènes qui peuvent se produire, comme des inondations ou des besoins d'évacuation, ou encore, il y avait le fameux thème sauvetage pour lequel là, personne sur la MRC est formé. Là. Donc, on a été un peu pris de court, là. On a été pris de court et l'autre chose importante qu'on a fini par apprendre, on se posait la question la dernière fois, est-ce qu'il y a eu état d'urgence à Saint-Urbain? Il n'y a jamais eu d'état d'urgence déclaré. Il faut dire que ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de défaut à ne pas l'avoir fait. Il faut se souvenir qu'à Baie-Saint-Paul, l'état d'urgence a été déclaré autour de 11 heures. Oui. Tandis qu'à Saint-Urbain, quand Baie-Saint-Paul a reçu le premier appel 911 concernant un pompier tombé dans la rivière, il était déjà 2h moins quart environ. Donc, Baie-Saint-Paul était déjà en état d'urgence à ce moment-là, ce qui fait que si Saint-Urbain avait déclaré cet état-là, déjà ici, on n'était pas en mesure d'aller aider à Saint-Urbain. Donc, c'est ce qui fait que la mairesse a déclaré que finalement, déclarer ou pas l'état d'urgence, au moment où à l'endroit où on était rendu, ça n'aurait n'aurait servi à rien. Ben non. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Il y avait déjà aussi là, des pompiers des éboulements qui ont été rappelés OK. à ce moment-là quand même pour augmenter les effectifs. Mais ce qui ressort beaucoup là, de tout ça, c'est le manque de ressources humaines et matérielles des petites municipalités en général. Là, c'est Saint-Urbain là, où est mis la lumière présentement, mais tout le monde le dit dans l'organisation de Saint-Urbain, ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour pouvoir agir dans cette situation-là. Et ils n'ont pas les moyens pour avoir les ressources non plus. Bien non plus, c'est ça. Et là, dans un État où c'est multisite, on le dit souvent, plusieurs sites dans plusieurs municipalités autour, dont la ville principale, la MRC, il y a vraiment, on a mis le doigt sur le bobo de quelque chose là, qui peut se passer ailleurs aussi clairement. Là. Mais on a également revu la chronologie des événements là, durant cette semaine, avec les témoignages que vous avez eus. Oui, bien là, ça a été spécifié surtout au niveau des communications entre les services d'urgence. À quelle heure, qui a parlé à qui, tout ça? Oui, c'est ça. On a vraiment analysé à partir du moment où il y a un appel au 911, comment c'est réparti. Il y a une application qui a été démontrée aussi, là, que tous les services d'urgence possèdent sur un téléphone, puis on voit vraiment bien à quelle heure le message est rentré, est-ce qu'il a été lu, est-ce qu'il a été répondu, puis quelle est l'action qui a été posée par la suite. Oui. La chronologie puis les témoignages ont également permis de constater que ça a déboulé très vite. Là. Les niveaux d'eau ont augmenté d'une façon presque exponentielle en quelques minutes. Oui, oui. Pendant qu'à Baie-Saint-Paul, bon, l'état d'urgence était déclaré, on était déjà actifs sur tous les plans. À Saint-Urbain, on a moins rapidement vu ce qui se passait parce qu'on n'avait pas les outils non plus d'installer comme on a ici. On n'a pas les ressources qui surveillent non plus tous les aléas différents. Ce qui fait qu'à 11 heures, visuellement, ce qui était constaté dans le champ près du 5 route 138, c'était 2 pieds d'eau. 2 pieds d'eau, des débris qui flottaient à la surface. Donc, encore possible de faire des opérations de sauvetage. Par contre, 1 heure plus tard, c'est 6 pieds d'eau et un grand débit là, qui se passait sur ce terrain-là.
Donc, la vitesse avec laquelle ça a été fait et peut-être le manque d'expertise des gens qui ne pouvaient que juger par leurs yeux. Ou le manque d'expérience, parce exactement, que ça arrive tellement rarement. Pourrait aussi là, avoir été mis en cause dans tout ça. Là. Ça fait partie des différents éléments là, que la CNSST a soulevés d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a appris également au niveau des autres témoignages? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? C'est difficile à dire. Évidemment, bon, Alain Gravel, on a reparlé du On parle Zodiac. du directeur du service incendie et urgence de la ville de Montréal. Oui, de la sécurité publique là, à Baie-Saint-Paul, qui mentionnait, même si le Zodiac avait été disponible à Baie-Saint-Paul, jamais on l'aurait envoyé dans l'eau. Trop de débris. On se souvient, là, il y a toute la rivière des Morts aussi pendant ce temps-là qui amène. 6 pieds d'eau partout, oui. là. C'est ça. Jamais un directeur là, de service de sécurité publique incendie aurait pris la décision d'envoyer quelqu'un à l'eau dans Donc, ça confirme que les 2 pompiers qui ont perdu la vie ont été là-bas à leur propre initiative, là, sans référer l'ordre n'a jamais été donné. Ça, c'est très clair. L'ordre n'a jamais été donné. Parmi les points intéressants que la CNESST a apportés, là, justement... Oui, parce que le rapport de la CNESST a été déposé. Oui, exactement. Un point important, bon, les pompiers portaient leur bunker, qui est l'habit de combat des pompiers. Pour le feu. Pour le feu, qu'ils portent généralement aussi quand ils font d'autres... quand ils vont faire des évacuations, souvent, ils vont le porter. On le voit bien, là. C'est cet habit-là. Il y a plusieurs tests qui ont été faits là-dessus. Et de toute évidence, ce n'est pas un habit à porter sur l'eau, même s'il est plus usagé, il absorbe encore plus d'eau et il y a plus de chances. Donc, ça fait couler quelqu'un qui est à l'eau. Oui, exactement. Donc, ce n'était pas les habits appropriés. Aussi, normalement, là, quand on va sur l'eau, évidemment, il faut avoir le nombre de VFI, les vestes de flottaison individuelles nécessaires pour le nombre de personnes qu'il y a dans le véhicule et les porter, bien sûr, ce qui n'était pas le cas. Il n'y avait pas de corde non plus, ce qui, normalement, devrait toujours se trouver à bord. Donc, et on a également appris que le véhicule qui avait été utilisé n'aurait même pas été en mesure de supporter le poids des personnes qu'on allait sauver. Exactement. Là. Le spécialiste là, des véhicules Argo, là, en plus des chaînes qui étaient installées sur les roues, confirmé que s'ils s'étaient rendus jusqu'à la maison, ils n'auraient pas pu ramener les 2 sinistrés là, qui étaient pris dans la demeure. C'était donc la 2e séquence là, des audiences de la coroner. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Puis est-ce qu'on a une idée à quel moment ça va se terminer? Puis un rapport peut-être? Oui. Comment les choses se présentent dans le temps? Là? Bien là, déjà, avant d'aller là-dessus, je vais juste souligner un dernier point important qui est qu'on a vu ressortir dans les médias aussi dernièrement. On sait que la municipalité de Saint-Urbain a eu une amende qui leur pend au bout du nez. C'est en lien avec le rapport de la CNSST, car le point le plus important là-dedans, c'est qu'il n'y avait pas de plan particulier d'intervention. Donc, c'est des plans d'intervention d'urgence qui sont dédiés pour des mesures d'urgence particulières qui s'appliquent au milieu où on est. Donc, il n'y en avait pas à Saint-Urbain? Aucun. Pour le cas d'une inondation? Aucun. Peu importe pour quel cas. Il n'y avait qu'un plan général dont personne n'était vraiment au courant. La mairesse parle d'une simple affiche avec des noms de responsables et le coordonnateur de tout ça, qui devrait être le directeur général, n'était pas formé, n'en avait pas connaissance non plus. Il faut rappeler que Martin Guérin est rentré en poste aussi en novembre 2022. Donc, la ville a été mise à l'amende. Exactement, parce que c'est une loi depuis 2018 d'avoir ce type de plan-là dans toutes les municipalités. Est-ce qu'on sait maintenant quelle est la suite de ça, suite à ces audiences-là? Oui. Donc, ça se présente comment dans le temps? Il y a une journée d'audience qui a été ajoutée le 13 mai. C'est toujours possible qu'il y ait d'autres témoins là, qui soient appelés puis que les audiences se prolongent dans le temps. Quand la coroner aura assez d'informations pour poursuivre son travail de son côté, il va y avoir une période d'attente certaine là, pendant laquelle elle va préparer ses recommandations. Donc, personne ne s'est avancé à dire à quel moment on aura un rapport du coroner? Non, on n'a pas de date encore. Il faudra être patient. Lisa Duchesne, merci beaucoup pour ce suivi des travaux qui se déroulent. Suite au départ précipité de Régent Bernard à la direction générale de Maisons-Mères, une nouvelle directrice par intérim reprend déjà le flambeau. Entrevue avec Josette Tremblay. Josette Tremblay, bonjour. Bonjour, ma chère Lydia. Josette, nos téléspectateurs te connaissent en tant que la joviale animatrice de Ça se passe chez vous.
Mais la grande nouvelle cette semaine, c'est que tu portes un nouveau chapeau. Exactement. Celui de directrice générale par intérim pour Maison Mère. Tu es sortie d'une boîte à surprise dans ce dossier-là, on dirait. Comment t'es atterri là? Écoute, il faut comprendre que j'ai terminé mes 20 quelques années avec les Sœurs en janvier 2024. À la mi-janvier. Régent, le directeur de l'époque, m'a contacté pour m'offrir un petit contrat de quelques mois. Et comme je connaissais bien Maison Mère, les PFM, donc je devenais un petit peu en support. Ouais. Bon, alors, Régent, pour des raisons personnelles, a décidé de quitter. Oui. Et il faut comprendre qu'il y a 2 ans, le CA m'avait contacté pour me proposer de venir à la direction ici de Maison Mère. Okay. Mais moi, je suis quelqu'un de fidèle, de loyal. Tu été un peu oui, j'avais été travaillé, courtisée. Et donc, je leur avais dit, écoutez, moi, j'ai juste une dizaine d'heures que je pourrais vous offrir. Je pense qu'ils voulaient avoir quelqu'un à temps plein, puis je peux comprendre pourquoi. Mandat, Puis moi, je suis fidèle, je voulais quand même aller jusqu'au bout de mon aventure avec les petites franciscaines. Donc, c'est pour la raison, probablement, pour laquelle, dans ce passage-là du départ de M. Bernard, bien, ça a été comme évident pour les membres du CA que je serais une candidate intéressante. Ouais. Pour différentes raisons. Ben oui, mais justement, parlons-en, parce que là, on a compris, tu as travaillé avec les PFM, tu as été dans la Maison Mère. Donc, c'est un peu revenir à la maison, mais là, la maison, elle a changé. Oui, c'est ça. D'abord, j'ai été moi-même locataire ici dans les premières années. Quand j'ai été à mon compte pendant 2 années avant de retourner travailler pour les religieuses. Je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup dans sa communauté, les gens le savent, avec la kermesse. Je fais une émission ici à télévision communautaire, donc je suis quand même quelqu'un d'assez connu. En plus, je te dirais que j'ai fait quand même un passage en politique, 4 ans comme conseillère, donc je connais le milieu municipal. Je connais plusieurs locataires ici, donc, et probablement aussi par le style que moi, je prône comme gestion. Oui, parce que là, on a vu là, dans le communiqué qui a été émis, on a appris tout ton background scolaire, c'est peut-être pas le bon mot, professionnel de formation, et professionnel d'expérience aussi, que moi, je ne connaissais pas de toi. Donc, c'est quoi ton côté gestionnaire, administratif? C'est quoi ta couleur là-dedans? Ma couleur, bien, elle est... ma grande capacité d'adaptation me permet d'être... à chacun sa couleur, qui est le nom de mon entreprise personnelle. C'est sûr que les gens me connaissent sur un côté peut-être plus dimension sociale, implication sociale, divertissement. J'ai fait partie de la troupe de théâtre à Yvon pendant une dizaine d'années et tout ça. Mais j'ai un côté sérieux, peut-être organisé, effectivement, où j'ai fait une maîtrise en management stratégique. Et je te dirais qu'avec les années, j'ai développé une expertise basée sur des valeurs profondes humanistes. Parce que j'ai quand même, dans mon parcours, une majeure en psychologie. Puis, moi, ça a toujours été important de mettre la personne au cœur de tout. Donc, en synergie. Donc, moi, je suis un style de gestionnaire participatif. Et donc, sur le terrain? Sur le terrain, beaucoup, oui. Quand j'ai travaillé pour les religieuses, puis j'ai jamais été le genre enfermé dans mon bureau. J'allais sur le terrain, j'allais voir ce qui se passait. J'aime être dynamique, j'aime bouger. J'aime aussi utiliser l'intelligence des gens en place parce que souvent, c'est eux qui sont le mieux placés pour voir les solutions, les meilleures solutions aux problèmes. Ça risque d'être un outil important pour toi aussi parce que c'est une grosse bibite, la Maison Mère. Là. Porter ça sur seulement tes 2 épaules à toi, c'est beaucoup. Donc, ça va être profitable de travailler alors ça avec va les gens qui sont déjà, ici. j'ai déjà rencontré toute l'équipe de travail. Donc, faire le tour un peu de ce qu'ils font. Tu sais, dans les prochains mois, je veux aussi terminer tous les baux, les baux qu'on a à renouveler avec nos locataires. Donc, ça, c'est très important. Créer une vie associative plus forte, plus dynamique, où on échange, puis où on peut s'entraider dans le développement de Maison Mère. Retisser certains liens, peut-être? Oui, exactement. Puis je pense que les gens qui me connaissent savent que j'aime les gens, je suis curieuse. Puis, tu sais, j'apprécie la différence.
Moi, je pense qu'on peut ne pas être d'accord, avoir des opinions différentes, mais d'avoir qu'on a le même respect dans nos échanges, qu'on met un peu l'importance. Je dirais, tiens, je vais t'amener une nouvelle pensée sur laquelle je réfléchis depuis 1 an. On parle beaucoup de développement durable. Oui. Mais moi, je suis dans une réflexion de contribution durable. Qu'est-ce que je peux faire avec les autres pour rendre ma communauté meilleure, plus prospère, en tenant compte des différences des gens? Donc, de tes capacités à toi aussi. Oui, oui. Fait que ça demande vraiment, peut-être, de prendre plus le temps de s'asseoir, tu sais. Quand on est un style directif, on prend souvent les décisions tout seul, puis on avance. On a l'impression d'aller plus vite, mais à mon avis, on déploie moins de possibilités que si on prend le temps de s'asseoir avec les gens. Oui. Puis de voir qu'est-ce qui ressort de manière plus majoritaire ou unanime parfois, parce que des fois, on arrive à rallier tout le monde, des fois non. Mais ça, c'est important pour moi. Trouver les forces aussi du groupe avec lequel on peut travailler. Là, tu es directrice par intérim. Donc, ce terme-là, intérim, ça signifie un peu en attendant quelque chose d'officiel. Est-ce que ça te limite dans les décisions que tu vas pouvoir prendre, le développement que tu vas pouvoir faire? À quoi ça t'engage, cet intérim-là? Bien, écoute, cet intérim-là, elle a été d'emblée partagée dans la proposition. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que si on regarde un peu l'historique depuis 2017, il y a eu beaucoup de mouvements dans Maison-Mère. On veut s'assurer, de part et d'autre, qu'on va être un match gagnant, que ça va aller bien, avant de dire on coule dans le béton une entente quelconque sur 3 ans ou sur 5 ans. Et ça ne m'empêche absolument pas de prendre des décisions parce qu'il faut comprendre que le poste que j'occupe, là, on est relié à notre CA. Hein? Donc, on doit travailler avec le CA. Mon patron, à moi, c'est les membres du CA, le président du CA. Donc, je veux dire, c'est pas moi qui va décider tout seul de où le bateau s'en va. Oui, exactement. Ça ne change rien dans le déploiement ou jusqu'où je peux prendre des décisions, mais toujours en étant relié, bien entendu, au CA. Oui. Là où on vous laisse donner une chance de s'assurer mutuellement que ça va bien aller, pour reprendre une phrase qu'on a entendue beaucoup. Puis je pense que c'est correct et c'est sage de leur part, mais moi, je suis très confiante que... Bon, je l'ai dit en d'emblée, moi, je suis quelqu'un de fidèle, de loyal. Quand je rentre quelque part, ça m'en prend énormément pour dire que je quitte le navire, malgré des fois qu'il peut y avoir des tempêtes. Je pense que ça fait partie... Tu sais, on veut être gestionnaire. Des fois, il y a beaucoup de gens qui veulent occuper ces postes-là. Des fois, ils n'ont pas tout à fait le profil. Moi, j'ai fait une formation spécifique Profil Nova, donc je me connais très bien. Je connais les différents types de personnes et j'ai une grande capacité de m'adapter. Il faut quand même, par exemple, que tout le monde soit prêt à mettre un peu d'eau dans le vin, là. Mais qu'il faut qu'il reste goûteux. Quand on en met trop, c'est pas bon. Donc, je pense que tout cet aspect-là, puis... Je suis bien confiante qu'on va aller loin avec Maison-Mère. Puis je dis « on » parce que c'est à la fois les employés, le CA et les partenaires et les occupants qui sont ici. Parfait. Bien, bonne chance dans ton nouveau poste. Merci. Et bienvenue sur cette chaise de directrice par intérim. Trinquons à cette eau. Merci, Lydia. Merci, Josette. La soirée bénéfice côte à côte au profit du comité touristique Cratère et Marée se tenait le 2 mai dernier au domaine Forget. Voici notre reportage. D'illustrer notre volonté de réussir. Plus de 200 citoyens participaient au domaine Forget le 2 mai dernier à l'événement côte à côte au profit du comité touristique Les Éboulements Saint-Irénée, aussi connu sous le nom de Cratère et Marée. Ce comité est unique à bien des égards, car il mise sur la solidarité de citoyens de 2 municipalités qui partagent un territoire commun. Déjà, on a fait tomber un tabou qui est de dire la municipalité des Éboulements, comme d'autres municipalités, font partie de la MRC de Charlevoix et la municipalité de Saint-Irénée de Charlevoix-Est. Donc, on n'est pas de la même MRC, on n'est pas du même ADN. Nous, on a dit non, c'est pas vrai. Donc, on a créé
un projet conjoint entre deux municipalités de deux MRC différentes, ce qui dans Charlevoix est assez exceptionnel. Et au début, c'était plutôt un comité événementiel. Mais après ça, il y a eu une réflexion beaucoup plus profonde. Et là, on voulait vraiment parler de développement touristique et aller avec des projets porteurs plutôt que seulement faire des événements. Puis par la suite, Saint-Irénée et les Éboulements ont décidé de se fusionner parce que c'est la même route 362. Alors pourquoi pas unir nos forces pour pouvoir faire la promotion de nos beaux villages comme une destination et non pas juste une route de passage. Le comité touristique a été créé il y a maintenant 5 ans et a fait tomber quelques barrières grâce à son dynamisme. On retrouve des gens des deux villages, des simples citoyens qui sont passionnés par le travail du comité touristique des Éboulements Saint-Irénée, Cratère et Marais. Cratère et Marais, hein, c'est logique, on est au bord du fleuve. Et puis, on est aussi aux Éboulements, au centre de l'astroblème, de ce cataclysme qui a eu lieu il y a quelques dizaines de millions d'années, c'est ça. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand on a commencé, moi j'ai embarqué il y a 5 ans, et on voyait que les conseils municipaux étaient assez sur leur garde de dire, bon, on va aller vous regarder aller, eux autres, mais il faut savoir que chacune des deux municipalités met chacun 25 000 $ pour financer, on a une ressource permanente, pour financer son salaire. Et donc, d'année en année, il a fallu qu'on prouve qu'on était crédible, et maintenant, on n'a plus besoin de prouver notre crédibilité. Les conseils municipaux ont vraiment embarqué les maires. Vous avez entendu le message de Mme Comeau et de la mairesse par intérim des Éboulements. Et donc, c'est vraiment des messages de soutien et de participation à un projet de créer une destination touristique ensemble, deux villages qui, a priori, sont dans deux univers différents, sont les MRC, et de créer ça ensemble. Et les gens qui habitent ici sont vraiment d'accord avec cette démarche de dire il y a assez de frontières à travers le monde et des guerres à cause de ces frontières que les deux villages, ils travaillent ensemble. Et maintenant, systématiquement, quand, mettons, il y a des gens dans la communauté qui ont un projet ou que la municipalité pense à quelque chose, ils viennent nous consulter pour voir est-ce qu'on pourrait participer pour leur apporter notre aide, comme l'année passée sur le comité de la pêche à la fascine pour le faire reconnaître comme patrimoine historique immatériel. Donc, c'était notre ressource qui a participé au comité pour vraiment aider les gens. Donc, on vient nous voir maintenant. On fait maintenant... On a de la crédibilité. Absolument. Oui. Plusieurs projets sont en cours de réalisation aux Éboulements et à Saint-Irénée, et l'événement bénéfice, qui a généré des profits de quelques 6 000 $, permettra, selon ses organisateurs, de soutenir leur réalisation. On a parlé d'un projet à Saint-Irénée. Il y a beaucoup de projets qui sont en développement aux Éboulements. Par exemple, à Saint-Joseph-la-Rive, à côté du musée, l'espace Jean 23, qui s'appelle maintenant l'espace de la Rive. Oui, et il y a eu une consultation citoyenne. Ça a été comme la première étape pour vraiment définir quelle pourrait être la vocation de cet espace-là spécial. C'est une ancienne école, hein? Oui, c'est une ancienne école. Puis par la suite, on a fait des plans. On a décidé de, justement, une levée de fonds comme ce soir, c'est important parce que nous, quand on fait des demandes de subventions auprès des différents ministères ou de Tourisme Charlevoix, on a besoin d'une mise de fonds. Et ça fait fructifier. Alors, avec notre mise de fonds, on peut ensuite réaliser des projets porteurs, comme justement, Jean 23, on a eu une subvention pour faire l'aménagement paysager à l'extérieur. Puis, on a créé aussi un OBNL pour que cet OBNL-là vole de ses propres ailes dans le futur. Mais on va prêter pour les prochaines années notre ressource, on s'est engagé à prêter notre ressource un nombre d'heures par semaine pour pouvoir démarrer le projet. Le cidre est à l'honneur plus que jamais dans Charlevoix et dans toute la province de Québec depuis quelques années. Et c'est pourquoi, en collaboration avec la cidrerie Les Travaux et les Jours, l'Auberger Bistrot des Balcons présente un nouveau festival. J'en discute avec Hélène Bergeron. Bonjour Hélène. Bonjour Lydia. L'Auberger Balcon présente la première édition du Festival du cidre ici à Baie-Saint-Paul. Tout d'abord, j'aimerais qu'on te présente un peu. Hélène, tu as un nouveau visage dans la communauté charlevoisienne. Donc, tu es coordonnatrice à l'auberge, c'est ça?
Oui, exact. Oui. Donc, coordinatrice des opérations. Donc, tout cet événement-là, finalement, c'est toi qui l'organise en collaboration avec Jonathan Cloutier. Oui, exactement. Jonathan Cloutier de la cidrerie Les Travaux et les Jours, qui nous a approchés, en fait, puis c'est pas juste moi, c'est vraiment toute mon équipe qui organise tout ça, qui participe exactement. Et puis, lui nous a approchés avec sa passion du cidre, qui avait vraiment envie de faire partager dans la région, mais aussi un peu plus grand, puis d'aller rejoindre d'autres mondes pour faire découvrir les cidres de la région de Charlevoix. Et inversement, que des cidres de l'extérieur viennent être présentés ici pour que les gens de la région puissent eux aussi les découvrir. Oui, parce que là, les cidreries, il y en a de plus en plus dans la région. On connaît les Travaux et les Jours, Pedneau qui est là depuis assez longtemps. On a Baie-Saint-Pomme aussi qui s'est installé il y a quelques années. Mais là, bon, on invite les autres aussi. Donc, comment ça va se dérouler finalement? Il va y avoir des dégustations, j'imagine. Oui, exactement. En fait, ça va se dérouler sur 2 jours. Et puis, ça va être dans l'après-midi. Ça va commencer vers 16 h, que vous le sachiez. Ça va être à ce moment-là que les producteurs vont être sur place au bistrot des Balcons et ils vont présenter leurs produits. Donc, il va y avoir des dégustations, mais vous allez aussi pouvoir échanger avec eux pour en apprendre plus. Un peu comme un petit salon du cidre? Oui, en fait, le bistrot? Oui. Exactement, c'est ça. Ouais. Là, on a parlé d'heures, 15 h, c'est ça? C'est le 10 et pardon, c'est quoi les dates? Les dates, en fait, c'est le 10 et le 11 mai. Donc, le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai. Et la présence des producteurs, les dégustations vont commencer à 16 h. Donc, de 16 h à 20 h. Ça va être la partie dégustation. Puis par la suite, il va y avoir des spectacles. Mais là, je vais peut-être trop vite. Ah oui, non, mais non, on veut savoir. On a des spectacles. Donc, est-ce qu'on est sous le thème de la pomme dans le spectacle aussi ou on va plus dans le plaisir, la découverte de la musique? Exact, c'est ça. Je pense que les gens qui vont joindre à nous vont bien aimer les cidres. En tout cas, ils n'auront pas le choix. Ils vont en goûter une coupe. Mais non, c'est des artistes, en fait, des musiciens là, qui viennent participer à cette soirée-là pour apporter un peu de culture aussi, un peu de musique, parce qu'on aime beaucoup ça au bistrot des Balcons. Oui. Fait qu'on voulait joindre un peu ces deux choses-là. Bien, justement, le bistrot des Balcons, bon, on connaît l'Auberge des Balcons qui a repris le balcon vert, qui s'est installé dans la maison mère ici. Il y a eu toute cette histoire de l'espace bleu, du grand déménagement. Donc, l'Auberge est maintenant installée juste au-dessus de nos studios ici, dans la maison mère. Et le bistrot, qui est le nouveau volet, si on veut, là, de l'Auberge, ça l'a ouvert quand, finalement, ce bistrot-là? Oh mon Dieu, écoute, la date exacte, là, mais ça a été vers le début août 2023, en fait. OK. Donc, on n'a pas un an tout à fait complet, là, encore de fait avec le bistrot. On continue de le découvrir. Et, bon, on a des spectacles de musique de plus en plus. Est-ce que la communauté répond bien? La communauté est là? Oui. Pour vrai, on est vraiment contents. Puis, on essaie d'avoir le plus de diversité possible aussi dans nos offres de musique. Puis, en tout cas, on espère que ça plaît à la communauté. Puis, c'est ce qu'on veut, tu sais, faire rayonner Baie-Saint-Paul puis plaire aux gens qui sont là. Fait que, puis, en quoi faire un festival de cidre, ça s'imbriquait bien dans la mission du bistrot puis de l'Auberge, qui est une auberge de jeunesse? Oui, bien en fait, c'est que pour nous, c'est sûr qu'en tant que bistrot, il y a des boissons, il y a de l'alcool, il y a des choses comme ça. Fait que pour nous, c'est le fun de mettre de l'avant les produits locaux autant que possible, puis le faire dans la forme de festival pour l'instant ou d'un moment vraiment où c'est eux qui sont à l'honneur sur ce week-end-là. Bien, on trouvait que c'était vraiment intéressant pour permettre à tout le monde de mieux connaître le produit, en fait. Oui, puis rencontrer les gens. C'est ça. Donc, on se réunit, on se rencontre, on déguste un cidre, ou 2, ou 3, ou 4, et on regarde un bon spectacle de musique en soirée. Donc, on le rappelle, c'est le 10 et 11 mai à l'Auberge et Bistrot des Balcons. Et ça s'inscrit aussi là, dans la semaine du cidre du Québec, c'est ça? Exactement, qui va avoir lieu du 2 au 12 mai. À l'échelle de la province. Donc exact. On s'intègre dans cette programmation-là. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Lydia. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.